Donc l'Allemagne nazie est vaincue, mais là c'est vraiment l'Union soviétique, le bloc de l'Est et les pays occidentaux. Et là, Tintin franchit le rideau de fer pour aller sauver son ami Tournesol qui avait été kidnappé par la police secrète de la Bordurie, qui était la République qui était à la recherche de cette arme de destruction massive. Quelques albums plus tard, bon, ici entre-temps, il y a eu des albums beaucoup plus personnels, comme par exemple Tintin au Tibet, qui n'ont pas de contenu politique, mais beaucoup plus personnel. C'est que Hergé traversait une période difficile. Il venait de se séparer de sa première femme, bon, il avait une crise existentielle. On voit beaucoup de blancheur, de la neige partout. C'est un peu les rêves, les cauchemars que faisait Hergé. Mais un peu plus tard, ce que je trouve c'est un chef-d'œuvre, vraiment un bijou de la bande dessinée, c'est le bijou de la Castafiore. Et c'est vraiment un anti-aventure, parce que Tintin ne quitte plus Moulinsart, ne va pas à l'encontre de l'aventure, mais c'est l'aventure qui vient vers eux. Il ne se passe pas grand-chose. Castafiore leur rend visite, il y a un bijou qui est perdu, et puis toute l'histoire est autour d'essayer de trouver le bijou qui a été, on pense, volé, en fin de compte, qui avait été juste perdu. Michel Serres parle beaucoup, il y a un article très intéressant là-dessus, dont je vous en fais grâce ce soir, et c'est très compliqué, je n'ai pas compris grand-chose non plus. C'est écrit dans un langage très hermétique. Qui s'appelait La cantatrice sauve. Et c'est vraiment un exemple de non-communication. Donc c'est vraiment une leçon pour la théorie de communication. Et ça, c'est enseigné dans certaines facultés, pour ceux qui étudient la communication. Sur ce qui est sur le plan graphique et littéraire aussi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et les aventures auraient pu, moi je crois, se terminer là, parce que c'était vraiment, je dirais, une fin peut-être une sortie en élégance, parce que Tintin revient chez lui, il y a un idéal de sédentaire maintenant, de châtelain, et il ne part plus à l'aventure, il s'est comme un peu embourgeoisé, il reste chez lui. Mais malgré lui, bon, plusieurs années plus tard, Hergé, moi ce que j'appelle le désenchantement comme Alban, écrit Tintin et les Picaros. Fait très important ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, Hergé donne des pantalons, des jeans à Tintin. Parce que pendant toutes les aventures, Tintin portait des pantalons de golf. Bon, c'est peut-être l'influence de mai 68 en France, je ne sais pas. Comme Hergé lui l'a dit, il dit après 40 ans, quand même, il y avait droit à une paire de pantalons. Sauf que ici, ce qu'on voit, c'est que Tintin ne veut pas vraiment, comme j'ai dit, il a vraiment changé de registre, il a vraiment changé de vie. Il ne veut pas aller sauver ses amis qui sont allés dans une république bananière de l'Amérique latine, qui ont été emprisonnés par le général Tapioca. Tintin ne veut pas aller les sauver, il veut rester chez lui. Et comme vous voyez aussi sur la page couverture, c'est que c'est Haddock qui tire la main de Tournesol et de Tintin. Tintin, il n'est pas au premier plan. Mais Tintin quand même s'y rend, il participe dans une révolution malgré lui. Son ami d'antan, le général Alcazar, est aidé par Tintin. Ils font tomber le régime de Tapioca, qui est un régime dictatorial, et la révolution est victorieuse, sauf qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et ça, c'est un peu la tragédie de beaucoup de pays qui ont changé de régime dans ces années-là. Par exemple, il y a un dessin qui explique à merveille comment ça s'est passé. En haut, la ville, la capitale s'appelait Tapiocapolis. Donc, vous avez les soldats du général Tapioca. Les gens vivent dans des bidonvilles, dans des favelas. Et après la Révolution, vous avez les soldats d'Alcazar. Ils ont l'air un peu plus révolutionnaires, un peu plus maquisards. Mais encore, les gens vivent toujours dans des bidonvilles. Donc, je trouve ça fantastique comment Hergé a pu mettre en valeur. Ou par exemple, lorsqu'ils sont invités en Tapiocapolis, Haddock a besoin d'aller chercher du tabac. Bon, vous voyez comment les gens sont arrêtés, et puis ça reflétait un peu la réalité de l'Amérique latine dans ces époques-là. Par exemple, à l'époque du général Galtieri en Argentine, ou Pinochet au Chili, etc. Bon. Avant de parler de psychanalyse, j'ai peut-être 2-3 autres notions peut-être à parler. Je vais parler un peu de politique de Tintin.
On a longtemps tenté de découvrir les idées politiques d'Hergé à travers les aventures de Tintin. On s'est demandé, est-ce qu'il est fasciste? Est-ce qu'il méritait l'indignation après la libération? Parce que pendant un temps, il a travaillé pour le journal Le Soir, qui était un journal quand même pro-fasciste, pendant les années de guerre, quand la Belgique était occupée par les nazis. Cette volonté de lier l'homme à l'œuvre et l'œuvre à l'homme à la vie dure. On croit mieux comprendre le monde de Tintin en accumulant des renseignements sur son créateur et qui avait effectivement des opinions qui n'étaient pas allées chercher nécessairement dans les marais des centristes ou de la gauche. Et alors, je crois qu'on aurait dû s'en tenir à ce que Marcel Proust avait dit dans un de ses livres, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société ou dans nos vies. Je pense que ça vaut autant pour le roman que pour la bande dessinée. C'est mon opinion. Mais un album de Tintin n'est pas nécessairement la porte-parole de son créateur. C'est un miroir promené le long d'un chemin. Tintin lui-même n'est que le témoin des idées de son temps, fidèle à sa vocation de reporter. Il se promène et il observe le bolchevisme des soviets, le colonialiste des Belges, le tayloriste des Américains, le trafiquant de drogue, la lutte pour le contrôle du pétrole, la rivalité de guerre froide, le tiers-mondiste des Picaros, dernier allemand, etc. Donc son secret est de regarder et d'envisager ce monde avec les yeux de ses contemporains. Aujourd'hui, il peut paraître inacceptable parce que nous avons du mal à accepter que nos grands-parents regardaient le monde ainsi. Mais dans les années 30, par exemple, la République des Soviets l'effrayait, autant que l'Amérique machiniste. Le fascisme, ce n'était pas non plus une solution pour lui. Donc, je dirais, si je devais résumer la politique du Tintin, je dirais que c'est une troisième voie entre vraiment les deux extrêmes, qu'on peut vraiment aller chercher l'idéal politique du Tintin. C'est ça, comme cette troisième voie entre le fascisme et le communisme, une monarchie de juste milieu, parce que Hergé était quand même très monarchiste. Un prince qui garantirait la constitution, un prince apaiseur, un roi pour lui est le premier serviteur du peuple, le protecteur naturel du peuple contre les puissances oligarchiques. Hier c'était les féodaux, à son époque c'était les grands trusts multinationales. Et peu à peu, sous l'influence du capitaine Haddock, l'idéal sédentaire de Moulinsart, dont j'ai évoqué tout à l'heure, va se substituer aux idéaux de chevalier redresseur des torts. Si l'on s'en tient à la définition de la politique que donne Max Weber, le sociologue, l'ensemble des efforts, et ça c'est Max Weber qui le dit, que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État, soit entre les États, alors à ce moment-là, on peut en conclure qu'il n'y a pas plus politique que les aventures de Tintin. Pourtant, Tintin observe des hommes en lutte pour participer au pouvoir ou à la répartition du pouvoir. Si je faisais une parallèle avec la comédie humaine de Balzac, de Honoré de Balzac, l'homme seul est un homme mort. Et ça, on le voit bien dans les aventures de Tintin. Dans le bien ou dans le mal, il faut s'unir pour vaincre. Et ça, mieux que les vertueux, ce sont les ambitieux, les voleurs, etc., les méchants qui l'ont compris. Face à eux, par contre, la vertu ne désarme pas. L'idéal de Moulinsart est bien là. Tintin, Haddock, Tournesol, les Dupont, unis comme les doigts de la main, forment une communauté de base, donc la solidarité, pour résister aux folies d'un monde global. Donc si vraiment on lit, c'est un peu du Tony Negri aujourd'hui, c'est vraiment ça, la solidarité, qui remplace une génération qui est lasse des idéologies, de la division entre les blocs. Alors ce qui reste, c'est la solidarité. C'est peut-être ça l'idéal politique de Tintin. Je reviens sur la question du racisme, et là je vais clore le chapitre politique. Hergé n'épargne ni flatte personne. Il met des bombes presque dans chaque groupe, dans tous les camps, que ce soit des Congolais, des Arabes, des Américains. On dit que Tintin était antisémite, comme j'ai mentionné tantôt, à cause du banquier, par exemple, Blumenstein. Mais on a oublié que dans L'Or Noir, un des autres albums, il y a des combattants juifs dans la première version, parce que plus tard, il les a changés avec des Arabes, des juifs très courageux. Et dans L'Oreille cassée, un autre album, un antiquaire à l'accent yiddish parfaitement sympathique et honnête. Ce que Tintin n'aime pas, ce n'est pas un type ethnique, mais c'est un type social.
les gros trafiquants qui asservissent le monde à leur argent et provoquent les guerres. Bullwinkle est juif, Rassapopoulos est grec, Basile Bazarov, qui est un marchand d'armes dans l'oreille cassée, est russe. Laszlo Kareidas, dont le père, selon Hergé, était succreur à Erzéron, était probablement un Arménien.